Donc Alain Caillé, je suis professeur dit émérite de sociologie et un des animateurs de la Revue du Mot, c'est du mouvement convivialiste dont je vais parler dans cette brève intervention. Petit rappel, déjà pour moi, la Revue du Mot, ça a été pionnière en France dans l'introduction du débat sur le revenu inconditionnel, dans le sillage de l'article fameux de Philippe von Parijs qui présentait la première version de l'allocation universelle, au nom de quoi on veut distribuer un revenu inconditionnel. Alors, revenu inconditionnel, une petite précision d'entrée de jeu. Si on regarde bien, en France ou dans tous les pays développés, tout le monde est favorable à l'idée que, inconditionnellement, les plus démunis ont droit à un revenu minimum. Donc tout le monde est d'une certaine manière inconditionnaliste. Et là, c'est vrai aussi bien de ceux qui voudraient simplement améliorer le RSA à la marge, en partie les propositions de Dominique. C'est vrai des tenants du revenu, non ? Pas à la marge, à la très grande marge. Très, très grande marge. Et, parce que les tenants de l'impôt négatif ou les tenants de l'allocation universelle. De ce point de vue-là, ils sont tous au fond sur le même terrain. Après, il y aura bien sûr des distinctions techniques sur est-ce qu'on donne ce revenu inconditionnel à tout le monde, avec vérification, sans vérification, etc. etc. Mais je voudrais d'abord insister sur la proximité entre toutes ces propositions pour éviter des clivages au bout du compte très largement artificiels. À modalité technique égale, à montant de revenus égal distribué à ceux qui en ont besoin. Par exemple, 800 € par mois, je ne sais pas. Eh bien, les choses changent du tout au tout. Si on dit aux bénéficiaires, on vous les donne pour solde de tout compte, parce qu'on pense que vous êtes un incapable et que de toute façon, vous êtes exclu de la vie sociale jusqu'à la fin des temps, et puis débrouillez-vous pour vivre dans votre coin, ça c'est une première possibilité. Ou bien si on le donne en disant, on vous le donne à titre de citoyen à part entière, qui est destiné à se réintégrer dans la vie sociale, à être un citoyen actif et pleinement productif. C'est deux choses totalement différentes pour exactement un même niveau de revenu et éventuellement des modalités de délivrance rigoureusement identiques. Bien. Donc l'essentiel, c'est le système, c'est la table ronde, c'est les justifications philosophiques en arrière-plan de la délivrance d'un revenu minimum, de la délivrance inconditionnelle d'un revenu minimum qui peut être plus ou moins inconditionnel dans ses modalités. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs, les justificatifs au nom desquels on peut les distribuer ? Le philosophe libéral Gaspard Koenig, qui est un des grands tenants maintenant du revenu universel, avec Marc de Basquiat, distinguait récemment dans une conférence à l'OFCE, distinguait 5 ou 6 motivations possibles. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir un revenu inconditionnel ? Soit au nom de l'égalité, première justification possible. Deuxième justification, au nom de l'émancipation. Alors, il citait l'exemple de Martin Luther King disant il faut donner un revenu égal à tout le monde pour arrêter de stigmatiser les Noirs. Il faut donc donner un revenu inconditionnel aux riches blancs pour que les Noirs ne se sentent pas stigmatisés et soient émancipés. Donc deuxième motivation, considération de l'émancipation. Troisième motivation, au titre de la compensation, c'est ce que Philippe a exposé tout à l'heure, c'était l'argument de Thomas Paine. Yannick, pardon. J'ai fait un amalgame. Et il faut compenser le fait que certains n'ont pas droit aux bénéfices de la vie en société, ont perdu les bénéfices de l'état de nature. Ça, c'était l'argument de Thomas Paine. Quatrième argument, l'argument technologique, qui a été signalé par Dominique comme justement une des principales raisons du retour en force de la discussion. Les emplois vont venir à disparaître, il faut donc trouver un autre moyen de distribuer de l'argent à tous. Cinquième motivation, la motivation de Friedman, il faut le distribuer au nom de la responsabilité de Milton Friedman, de la responsabilité individuelle. Et puis, sixième argument, celui qui a été exposé par Yannick, la conception de Philippe von Parijs, au nom de la liberté réelle, de la liberté égalité. Si on regarde bien, c'est les différentes valeurs que je viens d'évoquer, en fait, se télescopent les unes des autres, ne sont pas au même niveau logique. On peut être motivé à donner un revenu inconditionnel si les emplois manquent qu'au nom de considérations d'égalité ou de liberté. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'arguments. Donc, je propose, dans mon intervention, de reprendre un peu cette discussion des justifications d'un revenu inconditionnel dans l'optique du convivialisme et dans l'optique du mot, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc le convivialisme, c'est un mouvement qui se développe depuis plusieurs années, d'abord à l'initiative de tout un ensemble d'intellectuels, puis maintenant ça percole dans les mouvements civiques.
c'est une philosophie politique alternative qui se cherche, pour le dire très rapidement, et qui se cherche en se mettant d'accord entre des gens très variés, d'obédience idéologique assez diverses, pardon, qui se met d'accord sur 4 principes politiques fondamentaux. Premier principe, un principe de commune humanité. Deuxième principe, un principe de commune socialité. Troisième principe, un principe de légitime individuation. Quatrième principe, un principe d'opposition maîtrisée, de maîtrise des oppositions. Il faut ajouter que ces 4 principes sont travaillés, sont mis en œuvre dans la perspective suivante, la perspective de la nécessité de construire des sociétés post-croissantistes. À partir de toute façon, nous ne pourrons plus fonder la justice et les répartitions égalitaires sur une croissance indéfinie du PIB, première idée. Deuxième considération, dans un cadre, bien sûr, de finitude des ressources de la nature. Et troisième principe, dans un cadre de nécessité absolue de lutter contre l'hubris, contre la démesure qui règne sur le monde à travers l'explosion du capitalisme rentier et spéculatif. Ces 4 principes, si on y regarde d'assez près, d'un peu plus près, au fond, ils reprennent tout simplement les 4 grandes idéologies politiques de la modernité. Le principe de commune humanité, c'est le principe développé principalement par le communisme. Il est tendanciellement cosmopolite. Tous les hommes sont égaux les uns avec les autres. Deuxième principe, un principe de commune socialité, c'est le principe qui anime le socialisme. Ce qui est important, c'est de développer la vie sociale en commun. Troisième principe, le principe de légitime individuation, c'est au fond le principe libertaire ou le principe anarchiste. Chacun a le droit, voire le devoir, de développer sa singularité propre. Il faut en avoir les moyens. Et quatrième principe, qui d'une certaine façon est un principe en partie englobant, et là ça rejoindrait en partie le propos de Yannick, le principe de maîtrise des oppositions, c'est le principe du libéralisme, bien entendu. C'est le principe d'un libéralisme républicain, qui est en même temps celui qui essaie d'aménager la compossibilité entre les 3 premiers principes. Le principe d'égalité, le principe de commune humanité, le principe de commune socialité et le principe de légitime individuation. Ce quatrième principe, c'est un principe proprement politique. Et je crois que c'est un point tout à fait essentiel à prendre en considération. La justification d'un revenu inconditionnel est nécessairement la justification d'une forme ou d'une autre de revenu de citoyenneté. L'humanité n'a pas les moyens en tant que telle de distribuer un revenu minimum inconditionnel. C'est le constat triste et désabusé que faisait Hannah Arendt. Tous les hommes ont des droits à avoir des droits, mais seuls les sujets, les citoyens d'une communauté politique peuvent effectivement jouir de ces droits-là. Et ceci nous renvoie à la question proprement politique, et c'est là où je fais intervenir l'argumentaire développé dans le cadre de la revue du Mauss, dans le sillage de Marcel Mauss, laissé sur le don, 1924. Qu'est-ce qui fonde une communauté politique? Eh bien, c'est d'abord une décision inconditionnelle. Il y a dans toute communauté politique, comme d'ailleurs dans toute relation amicale ou dans tout couple, il y a une dimension d'inconditionnalité. On est amis, on est concitoyens, on forme un couple, au-delà ou avant tout calcul d'intérêt. On ne passe pas son temps à calculer, tiens, c'est lui, il a fait 13 minutes 37 de vaisselle, je vais donc faire 12 minutes de garde du chien, plus 3 minutes de garde du petit, etc. Bien. Tout ça, c'est du hors-calcul. S'il n'y a pas ce hors-calcul au départ, ou cet anté-calcul, cette dimension d'inconditionnalité, il n'y a pas de communauté politique et il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amitié ou aucune relation humaine fondamentalement. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a mis en lumière ce moment d'inconditionnalité premier, alors on peut commencer à faire les comptes. Dans ce cadre-là, il est clair que chacun doit trouver son compte à l'inconditionnalité. Sans ça, on sort de la communauté nationale, on sort du couple, on sort de l'amitié, etc. Dans toute réflexion politique, et donc dans une réflexion sur le revenu minimum, il faut raisonner dans une logique un peu difficile à exprimer, une logique d'inconditionnalité conditionnelle. Logique d'inconditionnalité conditionnelle. Il y a un premier moment d'inconditionnalité sans lequel on ne peut même pas commencer à ouvrir l'espace de la comptabilité, l'espace de la réciprocité dont il était parlé tout à l'heure. Il faut qu'il y ait à la fois de l'inconditionnalité et de la conditionnalité. Qu'est-ce que je déduis de tout ça, pour conclure? Rien de très particulier. Je voulais simplement mettre en place les éléments d'une grammaire. C'est fort.
je voulais mettre en place ces éléments d'une grammaire, puisque si on parle en termes de communauté politique, alors les choses sont très largement affaires de contexte. Il y a une histoire dont on est héritier, il y a des adhésions, des refus plus ou moins partagés, et il faut donc raisonner politiquement dans le cas d'une communauté politique. Plus concrètement, si je m'interroge moi-même, ça me met où dans ces discussions-là? Il me semble que le rapport Siru a quand même fait avancer considérablement les choses, qu'il y a de toute évidence nécessité d'harmoniser tout un ensemble de dispositifs sociaux qui deviennent très largement illisibles. Et tout ceci va quand même, grosso modo, en direction d'un revenu minimum très largement inconditionnel, d'un revenu de citoyenneté, etc. Alors, je lisais dans le train tout à l'heure une intervention de Denis Clerc, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, salut, critiquant Marc de Basquiat. Marc de Basquiat qui formule les propositions les plus chiffrées, les plus argumentées, plus que celles du mouvement français pour le revenu de base, que critiquait à juste titre Dominique tout à l'heure. Et Denis le dit lui-même, sa conclusion est un peu paradoxale parce qu'au fond, il n'a pas de critique technique ou financière à proprement dit à opposer au Libère défendu par Marc de Basquiat. Sa seule réserve est une réserve de faisabilité politique. Mais ça met Denis dans une position très largement à front renversé, comme il le dit lui-même, puisque au fond, ce qu'il reproche, contrairement à ce qu'on dit habituellement en critique du Libère et du revenu minimum inconditionnel version libérale, ce qu'il reproche au Libère de Marc de Basquiat, c'est en quelque sorte d'être trop généreux avec les plus démunis et trop spoliateur et trop captateur en quelque sorte avec les plus riches. Comme le dit très bien Denis avec son argumentaire toujours très clair, si ça ne concerne finalement que 20% de la population, on va donner plus aux plus pauvres et prendre beaucoup aux plus riches. La crainte de Denis, tout à fait compréhensible, étant que politiquement, ça soit ingérable, parce que les plus riches risquent de filer et donc on ne pourra plus les taxer. C'est aussi ce que disait Dominique tout à l'heure. Cela étant, il y a une manière de se mettre d'accord, c'est de donner un petit peu moins aux plus pauvres et de prendre un peu moins aux plus riches. Voilà. Que dans le cadre de l'hypothèse du Libère de Marc de Basquiat. Voilà, merci.